Bien, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur les vomissements incoercibles de la grossesse et l'hyperémèse gravidique, qui se veut un peu dans la continuité et en plus de la RPC que nous avions présentée l'an dernier. Donc moi je m'appelle Philippe de Ruel, j'étais le président de la RPC l'an dernier, je suis gynéco-obstétricien à Strasbourg et je me présente souvent comme un peu le parrain scientifique de l'association de lutte contre les périmètres gravidiques qui m'a adressé beaucoup de patientes à un moment en téléconsultation et qui m'a énormément fait progresser dans ma pratique de cette pathologie. Et voilà, et puis je progresse aussi parce que j'apprends de gens avec qui j'échange. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas que nous, on vous présente à nouveau les RPC, c'est aussi de répondre à des interrogations, de vous montrer l'expérience de terrain et en particulier les besoins de l'association, et puis aussi d'écouter vos demandes, d'écouter vos expériences. Et voilà, on vous passera le micro, évidemment, pour que vous puissiez interagir. On veut vraiment beaucoup d'interactions. Je vais laisser Audrey Tranchant se présenter, et puis ensuite Luisa Attali, qui partage toutes les deux avec moi cet atelier qui nous tenait vraiment très à cœur. Donc bonjour, moi je suis Audrey Tranchant, je suis coprésidente de l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique, donc Association nationale de patientes. Voilà, donc on a eu le plaisir de participer aux recommandations de pratique clinique de l'année dernière. Voilà, on a pu apporter la parole des patientes et un petit peu leur ressenti aussi, leur retour, leurs besoins, parce qu'en fait l'intérêt des associations de patientes, en tout cas la nôtre, c'est vraiment de porter la parole des patientes et de pouvoir donner leurs besoins, leurs envies et surtout ce qui peut les aider, quoi. Voilà. Et je rajouterais, elle ne le dit pas Audrey, mais je dirais que pour moi Audrey c'est une patiente expert, patiente partenaire. C'est vraiment la définition de la patiente expert, c'est-à-dire qu'elle acquiert peu à peu une expertise qui n'est pas celle du médecin, même si tout doucement elle s'en rapproche, sur une pathologie complexe. Par exemple, Audrey et son équipe, je ne sais pas si toi tu y allais, mais ils sont allés il y a une réunion à Londres, une réunion scientifique. Samantha qui est allée, voilà, et ils apprennent aussi, parfois ils savent plus de choses que certains praticiens de terrain sur les mécanismes de la pathologie, etc. Mais ça nous apporte, et c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Et c'est aussi, on appelle ça aussi des patients partenaires, parce que c'est vraiment une association partenaire qui ne sont pas des militants qui veulent casser du médecin, ça c'est très important, et ils sont vraiment dans la main tendue pour trouver aussi des professionnels qui prennent en charge les femmes qui les sollicitent. Voilà. Voilà, Luisa. Je me présente, je suis Luisa Attali, je suis docteur en psychopathologie et je travaille comme psychologue clinicienne au CHU de Strasbourg. J'ai eu la chance de participer au RPC l'année dernière. Je remercie effectivement Audrey et je tenais à dire que je suis un petit peu triste quand même que les associations soient au 3e étage et peu visibles des professionnels. Je trouve que c'est un peu questionnant de la place des patientes, justement. C'est pour les patientes qu'on est censé tous être présents. Donc c'est vrai que j'espère que l'année prochaine, ce sera différent et que les associations soient même au centre de la salle et que tout ce qui est labo, etc., effectivement, sans lesquels on ne pourrait rien faire aussi, c'est une réalité, soit tout autour. Mais je crois qu'il est temps que les patients soient réellement au centre de nos préoccupations. Et voilà. Et je suis ravie de vous avoir. Je sais que, j'ose imaginer que si vous êtes présents, c'est que vous êtes déjà très sensibilisés à cette problématique, à cette question. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait grand travail à faire avec vous et je pense qu'au contraire, on va beaucoup apprendre de vous. J'aurais aimé savoir de quelle profession vous étiez, de quel corps de métier. Est-ce qu'il y a des gynécos? C'est essentiellement des gynécos, des sages-femmes? Des sages-femmes. Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier? Gynécologue et sage-femme. Très bien, enchantée. On peut faire pour commencer, si certains d'entre vous veulent nous dire ce qu'ils attendent de cet atelier avant qu'on démarre les diapos. Est-ce que... C'était une diapo. Ah, si on est une, je la mets alors. Je la lance comme ça.
On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Qu'est-ce que vous voulez de cet atelier? Qu'est-ce qui commence? Oui, allez-y. Dichotomie entre la prise en charge médicale et psychologique, pour moi qui est extrêmement difficile. Et une dernière chose, c'est que souvent, ce que je ressens, c'est que souvent ces femmes qui sont en hyperémèse, elles vont vers l'IVG assez rapidement pour se soulager. Et pour moi, c'est une catastrophe. Vous avez déjà rencontré des patientes qui sont allées à l'IVG? Pour moi, j'ai vécu un drame, enfin pas personnellement, mais dans ma clientèle, vraiment un drame. Une patiente qui avait un parcours de PMA avec donneur, une grossesse gémellaire, sa deuxième grossesse, hyperémèse insupportable. Je ne l'ai pas vue venir parce qu'elle n'est pas venue assez régulièrement à mes consultations. Ça s'est terminé par une IVG. Et psychologiquement, c'est le drame. Je voulais juste rebondir sur ce terme dichotomie. Pour moi, ce n'est pas de la dichotomie, c'est de la complémentarité. Enfin, dans l'idéal, c'est de la complémentarité. Hein, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille ensemble en pluridisciplinarité. Et peut-être que Audrey va pouvoir rebondir sur la question de l'IVG avec l'hyperémèse. On a travaillé là-dessus pour les RPC. On a travaillé en tout cas sur la notion d'IVG en cas d'hyperémèse. Alors après, on n'a pas d'études. 50% des femmes pensent à l'IVG. Voilà, 50% des femmes en fait pensent à l'IVG en cas d'hyperémèse gravidique parce qu'en fait la souffrance elle est tellement intense que vous n'avez pas de solution dans votre tête et en fait vous n'avez pas de solution et la seule solution parfois on y pense toutes. Moi j'y ai pensé, j'ai eu mon enfant mais j'y ai pensé. Et on a environ 15,2% des femmes qui font une IVG suite à une hyperémèse gravidique sévère. Et ça, c'est un sondage américain qui l'a mis en évidence en 2007. Voilà, donc oui, c'est une réelle problématique. C'est une réelle problématique en tout cas. Et je rebondis sur votre situation clinique. Il y a très peu de temps, d'ailleurs, on a été confronté à cette question-là. Philippe, je crois que tu l'as rencontrée. C'est une patiente qui était allée dans un hôpital pour PMA, tout ça, qui a eu une hyperémèse, qui a fait une IVG. Et l'hôpital lui refuse à nouveau la PMA. Donc, elle s'est tournée vers nous. Et c'est quand même questionnant, ça aussi. Je trouve qu'éthiquement, il y a un problème. Et demi, j'ai pris en charge, voilà, c'est cette histoire-là. Et non, c'est une autre histoire. Mais pareil, elle est allée à l'IVG, ça a été pour moi une forme de drame personnel en tant que soignant, en me disant j'ai échoué. Mais finalement, il faut aussi savoir ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire que par exemple, elle m'a contacté alors que la grossesse était déjà en route et finalement, elle ne s'est pas préparée à la grossesse précédente. Et ça, c'est vraiment très, très important de bien se préparer parce qu'on peut y revenir. Il y a des clés qui sont très importantes sur ce qui va se passer autour de la grossesse. Par exemple, cette patiente, elle a refusé de prendre du Zofrène parce qu'elle était sous bêta-bloquant pour une histoire de tachycardie et elle était aussi sous inhibiteur de recapture de la sérotonine et on sait que les deux médicaments peuvent accentuer le risque de faire une torsade de pointe. Mais ce risque est très très faible. Et donc finalement, moi je me suis retrouvé en situation de blocage parce que le temps que je puisse la rassurer avec des éléments de pharmacovigilance, la maladie était tellement brutale, tellement forte, que je n'ai pas eu le temps de pouvoir la rassurer.
parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à craindre. Et finalement, mais entre-temps, elle avait pris sa décision, et c'est tout. Une fois qu'elle avait pris sa décision, elle s'était relâchée. Et ce que je lui ai dit, c'est que moi, je veux bien et tout de suite après, 3 jours après, elle me recontacte en me disant « Quand est-ce que je peux recommencer ?» Et là, c'est déroutant. On se dit « Mais elle sort de l'IVG ». Et le désir de maternité, il est là. Et parfois, quand la maladie n'est plus là, le désir de maternité redevient plus fort que la maladie elle-même. Et on n'a pas de raison, comme le dit Louisa, d'être moralisateur et de dire bah non, c'est tout, vous n'avez plus le droit à une grossesse et encore moins une PMA. Et donc, et je pense que la question de la préparation, on va y revenir. C'est aussi les Américains, et on en parle souvent avec Audrey, c'est la question du plan thérapeutique pour la prochaine grossesse, elle est hyper importante, et aussi comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi on n'a pas réussi à empêcher cette femme à aller vers l'IVG. Parce que qu'elles y pensent, qu'elle soit proche d'y aller, c'est possible. Mais vous l'avez dit, elle ne vous a pas assez contacté, elle n'a pas cru en vous, et ça je ne porte pas de jugement sur ce que vous êtes, mais elle n'a pas cru en vous comme un soutien potentiel, parce qu'en fait, ces femmes ne savent pas vers qui se tourner. Elles sont, en fait, quand vous avez une hyperémèse gravidique, c'est comme si votre cerveau, il n'était plus là, en fait. Vous pensez qu'à votre souffrance, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez mal au ventre, vous avez mal de tête, vous êtes en faiblesse généralisée. Vous pensez tout le temps à ça. Vous ne pouvez pas, en fait, ne pas y penser. Vous dormez, vous y pensez. Enfin, vous ne dormez pas, d'ailleurs. Vous ne dormez pas, vous y pensez. Enfin, voilà, c'est vraiment, quand on dit une souffrance constante, c'est que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, des nausées, des vomissements, tout le temps, des douleurs. Et forcément, l'IVG, en fait, si derrière... on n'a pas une possibilité, ne serait-ce que de voir l'avenir, elle est une solution pour mettre fin à la souffrance. Voilà, donc en fait, c'est vraiment cet état dans lequel elles sont qui fait que. Voilà, donc c'est vrai que quand on a la possibilité de se dire, le médecin nous dit, ok, bon, vous n'êtes pas bien, on va essayer de trouver des solutions, et quand on le prend assez tôt aussi. Vraiment l'anticiper, le prendre assez tôt, ça permet quand même aux patientes de se dire, ok, je vais prendre mon mal en patience, même si je suis mal, mais j'entrevois des solutions. Et rien que ça, en fait, ça peut faire la différence. Il y a la question aussi moi, je prends souvent l'exemple, et je pense que vous pouvez l'utiliser avec les patientes. Exemple que je prends depuis peu de temps, mais je leur dis, voilà, l'hyperémèse, c'est que vous êtes tout le temps au bord du ravin, et puis brutalement, la boule, elle va glisser dans la pente, et plus le temps passe, plus la boule prend de la vitesse et plus on aura du mal à la rattraper. Donc, je leur dis tout de suite, dès que ça ne va pas, il faut me contacter. Et l'utilisation de l'adresse mail, de choses comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui sont très réticents, mais honnêtement, c'est vraiment très utile dans cette pathologie, parce qu'en fait, elles ne sont pas capables d'appeler, elles sont des fois pas capables de sortir du lit. Et c'est étonnant le nombre de personnes qui ne me contactent pas directement, mais c'est le mari, la sœur, la mère, la belle-mère, qui contactent par mail en disant « Écoutez, là, ça fait 2 jours et elles n'y arrivent pas. Elles ont comme un blocage. Et la déshydratation aussi fait qu'elles n'ont plus le cerveau, elles ont le cerveau embrumé. Et elles sont même pas... Moi, je les vois des fois en téléconsultation, elles sont comme ça dans le lit et elles ont le téléphone qui est comme ça et elles sont incapables de faire plus. C'est hyper impressionnant. Et moi, je ne l'imaginais même pas, cette souffrance physique et cette incapacité physique, parce que, je le dis souvent, la maladie, c'est l'estomac, mais c'est aussi toute une sensation de mal-être que d'ailleurs les médicaments qu'on utilise n'arrivent pas complètement à lever. Et ça c'est vraiment, vraiment difficile. Et ça, il faut leur dire. Leur dire, je serai là pour vous si vous m'interpellez, je vous donne mon mail, vous pouvez m'écrire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. De toute façon, je regarde régulièrement, je vous répondrai. Et parfois, ce petit temps d'échange en téléconsultation de 5-10 minutes en disant « je suis là », on adapte un peu le traitement, votre Cariban, vous le montez un peu, quand est-ce que ça va moins bien, juste des toutes petites adaptations. Eh bien, il y a aussi il n'y a pas que le Cariban, il y a le Xovea aussi. Donc, l'adaptation en disant, mais attention, je vais ajouter un autre traitement, je vais ajouter un peu de Zofren ou je vais ajouter autre chose. Et en fait, ce temps-là, ça évite d'arriver à l'IVG.
Et je voudrais rebondir aussi sur ce cas clinique, cette situation clinique qui est sur la diapo, où l'IVG a été suggérée en hospitalisation. Éthiquement, moi, alors perso, je suis nauséeuse en voiture, mais comme pas deux. J'ai déjà raconté, je suis au bout de ma vie, je deviens blanche. J'ai l'impression que je vais mourir. Alors vivre ça, plus qu'un trajet de voiture, je ne sais même pas comment elles font. Je suis très admirative des femmes qui poursuivent des grossesses. Je trouve ça extraordinaire dans cet état-là. Et je me dis là, en plus de leur suggérer une IVG, éthiquement, déjà, elles ne sont pas dans la capacité de décider, de choisir, parce qu'elles se sont l'emprise. On parle de l'emprise des conjoints, etc. Là, c'est l'emprise de la maladie, clairement. Donc, on n'a pas toute sa tête, c'est compliqué. C'est vraiment la solution de facilité. Et c'est quand même rebondir sur ce préjugé qu'on a sans doute tous eu. À un moment, il ne faut pas se voiler la face. Tous, on y a pensé. Elle ne voulait pas être enceinte, en fait. Elle ne le veut pas. Elle rejette, il y a ce fantasme qu'elle rejette par les vomissements et les nausées, la grossesse et le futur enfant. On a tous pensé à ça, on ne va pas se leurrer. Donc c'est quand même rebondir, oui, et les patientes aussi, d'ailleurs, se saisissent très facilement de ça et se culpabilisent de ça. Donc c'est quand même rebondir sur ce fantasme-là qui n'est pas vérifié dans les études, d'ailleurs, qui est invérifiable, parce que voilà, scientifiquement, on peut pas évaluer ça clairement, et qui est un peu facile pour les professionnels aussi, parce que quand on se sent en échec, eh bien, c'est plus facile de dire que ça vient de chez la femme, de son histoire, de son psychisme. Voilà. Et d'où l'impression de dichotomie d'ailleurs. On n'y arrive pas en tant que médecin au niveau somatique, on va l'adresser au psy. Alors qu'en fait, c'est une complémentarité. Comme dit Philippe, là, le médecin, il a une importance au niveau psychologique, parce que juste la femme de se sentir écoutée, soutenue par un médecin qui ose lui dire, voilà, j'ai pas de solution à vous proposer là, on va juste tenter d'alléger vos symptômes, et je vous accompagne, et je vous écoute, c'est énorme. Voilà, on est comme, enfin, pour parler un peu aussi de cet état un peu où le cerveau il est embrumé à cause de la déshydratation. Enfin, moi, j'avais pour habitude de dire à mon mari, je dis, me fais pas signer un crédit immobilier parce que là, je le signe, quoi. Il y a vraiment une détresse psychique, en fait, où vous êtes en vulnérabilité totale et vous êtes incapable de prendre une décision, de finir une phrase, de parler, d'échanger. Voilà, on est vraiment à ce stade-là de détresse et de vulnérabilité. Je ne peux pas monopoliser la parole. Non, mais c'est un échange. Ouais. Justement, je voulais savoir quelle était la part psychologique dans ces hyperémèses gravidiques, peut-être en antéconceptionnel, ou est-ce que c'est la conséquence de l'hyperémèse? Et vous avez parlé d'une consultation préconceptionnelle ou bien du plan thérapeutique préconceptionnel. Oui. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses en amont. Et souvent, moi personnellement, j'ai jamais rien vu venir. Je vais répondre très court et je vais laisser la parole à Luisa et Audrey sur ces questions. Le plan, en tant que gynécologue obstétricien, le plan thérapeutique, c'est premièrement de dire de repérer, vous voyez, dans cette histoire-là de Madame P, qui est commerciale, je vais essayer de repérer ce qui a marché la fois d'avant. Là, par exemple, cette dame, on voit bien, elle a eu du Vogalène et du Primpéran, ce qui n'a pas marché, ce qui la plupart du temps ne marche pas très bien. Le Vogalène ne marche pas très bien. Le Primpéran, il peut être efficace. Néanmoins, il y a un certain nombre de femmes qui vont présenter des dyskinésies au Primpéran qui sont embêtantes et qui imposent d'arrêter le traitement. Là, on voit qu'elle a eu de l'ondansetron en IV qui a bien amendé les symptômes, mais on lui a donné une mauvaise information, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne pouvait pas le poursuivre à cause des risques. Moi, quand je l'ai vu, cette dame, je lui ai dit, écoutez, on va d'abord commencer sur une courte période, du Xonvéa, et puis, éventuellement, on va quand même ajouter du Primpéran. On peut monter, ensuite, on se laisse, vous commencez dès le début des symptômes, et puis on se laisse pas beaucoup de temps, 48-72 heures. Si ça ne marche pas, tout de suite, on se revoit. Et la plupart du temps, c'est en téléconsultation, parce que les femmes, je les vois, elles sont parfois à 700-800 km. Et à ce moment-là, on peut monter les doses, ou on pourra ajouter du Zofrène. Et sur le Zofrène, vraiment, le Zofrène, il y a une étude qui a montré une augmentation du risque de fente labiopalatine. Et l'information qu'il faut leur donner, c'est qu'il y a une étude qui a montré une augmentation de 1 pour 10 000 dans la population générale,
à 2 à 3 pour 10 000 dans la population des femmes traitées par Zofren. C'est la seule étude. Depuis cette étude, elle a été poursuivie par d'autres travaux et qui n'ont pas démontré cette association. Je vous le dis parce qu'il y a une alerte de la NSM et il convient d'être prudent et de respecter les positions de notre agence. Néanmoins, il y a un très bel article, je pourrais vous le transmettre si vous le souhaitez, il y a un très bel article en français par une des référentes du CRAT, du Centre de référence des agents tératogènes, qui a très clairement démontré qu'on pouvait, évidemment, si les autres médications ne marchent pas, on pouvait ajouter du Zofren en disant, écoutez, les preuves, elles ne sont pas suffisantes et il n'y a pas de risque a priori au premier trimestre. Donc on peut vraiment leur donner cette information et utiliser le Zofren. Et il y a trop de femmes aujourd'hui en France qui ont un échec. Alors, je veux dire, le Caribon, le Xonvéa, ça marche dans 60 à 70% des cas. Il faut trouver la posologie minimale efficace, mais ça marche très très bien. Il y a quand même 30% des patientes qui vont avoir besoin d'un petit quelque chose en plus. Et là, on peut ajouter de l'ondansetron à la maison. Il y a des formes qui sont super parce que c'est des formes qu'on met sous la langue ou contre la joue. Et puis après, voilà, donc on met en place le plan thérapeutique en fonction de leur histoire, qui est un peu toujours le même finalement, mais on s'adapte. Il y en a qui ont très bien répondu au Primpéran, donc on le met plutôt en avant. D'autres qui ont très bien répondu déjà au Xonvéa. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'entends des gens qui disent attention à l'accoutumance, à ces médicaments, ce qui est totalement faux. Attention à le Cariban, mais il faut surtout, faut pas le poursuivre parce que vous allez faire une accoutumance. Mais en fait, c'est pas du tout démontré. Enfin, c'est pas du tout vrai. Vous voyez, donc il y a aussi des fausses représentations qui sont distribuées et c'est vraiment très embêtant. Et après, mon rôle à moi, c'est de repérer un état des troubles anxio-dépressifs, un état de stress post-traumatique qui est encore présent. Et ça, c'est assez facile, parce que je peux vous dire, quand vous appuyez là où ça fait mal, c'est-à-dire vous commencez à parler avec elles de leur maladie, vous les laissez s'exprimer, vous les laissez parler, et juste vous dites ah oui, ah mais ça, oui, ça, mais ça c'est l'hyper-MS gravidique, ça c'est la souffrance que vous avez perçue. Quand elles se mettent à pleurer, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement sorti et qu'il faut encore travailler dessus. Et je leur dis, il faut vous donner des leviers pour que vous soyez fortes, parce que là, vous n'êtes pas encore tout à fait, enfin je ne leur dis pas comme ça, mais je pense qu'elles ne sont pas encore tout à fait prêtes pour la grossesse et qu'elles ont besoin encore de travailler sur elles-mêmes, parce que toute cette souffrance accumulée, souvent elles me disent, mais c'est la première fois que quelqu'un m'écoute et me parle comme ça. Et quand elles vous disent ça, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, et à ce moment-là, il faut l'adresser à une psychologue ou à une psychiatre pour faire un travail cognitivo-comportemental, pour pouvoir leur donner les leviers. Et ensuite, le troisième élément, c'est les leviers personnels. C'est qui autour de vous va être en capacité de vous aider. Audrey va vous le dire. Qu'est-ce qui se passe quand on a déjà des enfants et qu'on a une hyper-MS gravidique, par exemple? Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Qu'est-ce qu'on ressent? Vous allez voir, c'est horrible. Vas-y, Audrey. On peut... Ouais, du coup, on va en parler du coup dans un autre cas juste après. Donc du coup, je voulais juste rebondir sur l'ANSM par rapport à l'ondansetron. L'ANSM a quand même mesuré sa décision quand ils ont pu échanger avec vous, avec nous, etc. Ils ont quand même mesuré en disant voilà, il faut prendre en compte la balance bénéfice-risque, et c'est écrit dans le document de l'ANSM sur le site de l'ANSM. Donc voilà, je voulais juste le rajouter pour dire, voilà, ils ont quand même mesuré malgré tout. Je vais laisser la parole à Louisa, du coup. Donc, je rebondis sur votre question concernant les aspects psychologiques chez les femmes souffrant d'hyper-MS. Alors, les études scientifiques qu'on a pu farfouiller pour les RPC l'année dernière mettent en évidence qu'en fait, il n'y a pas de preuve scientifique qu'avant l'apparition d'une hyper-MS, il y ait des troubles psychiques plus prédominants, plus présents en proportion chez ces femmes-là que chez une population de femmes qui ne souffrent pas d'hyper-MS. Les quelques études qui mettraient ça en évidence sont complètement remplies de biais. Donc, elles ne sont pas du tout scientifiquement fiables. Les études les plus fiables mettent en évidence plutôt des conséquences psychologiques de l'hyper-MS, comme l'a souligné Philippe. C'est-à-dire que de souffrir d'hyper-MS, évidemment, il y a une augmentation des troubles anxio-dépressifs.
Il y a une augmentation des troubles psychiatriques aussi. Il y a cette question du post-traumatique aussi qui se pose. Une augmentation du stress plus globalement. Enfin, une augmentation d'un certain nombre de fragilités psychiques, mais essentiellement en conséquence. Exactement. La justification de cette consultation préconceptionnelle, ça se justifie notamment par cet antécédent d'hyperémèse. En fait, il y a l'équipe américaine qui s'appelle HER, qui vous voyez beaucoup sur Twitter, qui ont une application aussi pour les patientes qui parlent anglais. Vous pouvez leur dire d'aller quand elles ont une grossesse, d'aller sur cette application pour évaluer leurs symptômes, parce qu'ils ont un très beau questionnaire avec l'association. On va lancer une étude d'ailleurs pour valider en français ce questionnaire. Là, je suis en train de demander un petit financement à l'université de Montpellier. Et en fait, donc là aussi, l'association, vraiment, ils mettent très en avant cette idée du plan thérapeutique. Et je pense, en tout cas de mon expérience, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que ça donne aux femmes la notion d'un soutien. Elles se disent, j'ai quelque chose. Et aussi, ça permet, moi je fais une lettre, et comme ça, face à des soignants qui pourraient être récalcitrants, ils ont quelque chose d'écrit noir sur blanc par un autre soignant qui appuie le soutien. Et cette femme, c'est très aidant pour elle. Elle a cette lettre, elle a la copie, et c'est comme un sésame qui lui dit, mais vous voyez, bon, j'ai vu le professeur de Ruelle, alors forcément, comme j'étais président de la RPC, les gens me connaissent, ils se disent, ah bah, s'il dit ça, vous savez bien comment on fonctionne. Il a sûrement raison, et j'ai pas tout le temps raison, mais ça les aide beaucoup. Et quand je leur dis aussi, qui sont les médecins autour de vous comment il est votre médecin traitant? Est-ce qu'il va être soucieux, on va y revenir, de vous aider dans le cadre d'une hospitalisation, d'une hydratation à domicile? Comment il se positionne vis-à-vis de la maladie? Est-ce que vous avez un autre soignant avec qui vous avez un bon contact, qui va être un soutien, c'est-à-dire qui, de temps en temps, va vous redonner le petit coup de boost si ça ne va pas? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand vous vous sentez investi dans la prise en charge de cette patiente, c'est de voir autour d'elle quels vont être les soutiens médicaux, mais aussi, on peut y passer, c'est les soutiens familiaux. Et parce que il faut parler de la problématique des enfants. Vous avez parlé de l'IVG, très clairement. Moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent des femmes aussi qui ont déjà des enfants à la maison, parce que c'est encore plus dur quand on a des enfants à la maison. Et moi, je n'imaginais pas ce qu'elles pouvaient vivre. Et je pense qu'Audrey peut un peu vous raconter des témoignages de ce qu'elles ressentent vis-à-vis de leur propre enfant. C'est important, c'est important d'en parler, parce que vous risquez d'être surpris par leurs paroles. Je voulais juste finir sur la consultation préconceptionnelle. En fait, ça leur donne aussi, quand on a une hyperémèse à la première grossesse ou pour une grossesse, on a l'impression vraiment que tout nous glisse entre les mains, qu'on peut pas, on n'arrive pas à gérer la souffrance, mais on n'arrive pas à gérer notre grossesse, on n'arrive à rien gérer en réalité. Et c'est vrai que le fait de faire une consultation préconceptionnelle pour mettre en place un plan thérapeutique pour une seconde grossesse, ça permet aussi de se dire, ok, là je peux contrôler ce qui va se passer, et malgré que je ne serai pas bien à l'instant T, j'ai anticipé ce que je pouvais faire pendant la pathologie. Voilà, donc pour la consultation préconceptionnelle, la problématique de l'aîné, en fait, quand vous avez une hyperémèse, encore une fois, vous n'êtes pas là. Votre cerveau, il est embrumé. Et je peux vous dire que votre enfant, il ne peut pas vous approcher. Moi, je sais que je rejetais totalement mon fils, il avait 2 ans à l'époque. Ne serait-ce qu'il m'approche, son odeur, etc. Je ne supportais plus rien. Je voulais pas qu'il m'approche. Alors pour un enfant de 2 ans, il a du mal à comprendre. Et je pense que les médecins à qui j'ai pu le dire ont pu aussi être choqués quand je disais, mais non, je veux pas voir mon fils, je veux pas voir mon mari. Mais c'était pas parce que je voulais pas les voir au sens propre. C'est parce qu'en fait, ça me donnait la nausée, le fait qu'ils se promènent autour de moi, c'était vraiment physique en fait. Les stimulations, voilà. l'odeur. C'était leur odeur, la stimulation, le fait qu'ils soient présents, que ça remue dans la pièce, etc. Et voilà, mais ça, on culpabilise énormément en fait
de rejeter son enfant. Et c'est vrai que à la naissance de mon fils, du bébé, j'ai beaucoup essayé de rattraper les choses, mais c'est source d'énormément de culpabilité. On a des mamans aussi qui sont seules avec leurs enfants et qui du coup sont incapables de s'en occuper. Et c'est vrai que là pour le coup il y a quand même une aide sociale à envisager, soit par le biais de garde d'enfants, soit voilà, il faut vraiment essayer soit d'anticiper si c'est sur une seconde grossesse, et après si c'est pendant une hyperémèse, en fait essayer de trouver des solutions avec l'entourage, parce qu'en fait il faut aussi qu'ils prennent conscience que la maman ne peut pas s'en occuper, que c'est pas volontaire qu'elle ne le fasse pas, elle ne peut pas. C'est physiquement impossible. Et d'ailleurs, en tant que professionnel, je pense qu'on a sa place pour signifier à la patiente qui se sent coupable de ça, qu'elle ne rejette pas, comme tu dis, son enfant. Elle rejette les stimulations, elle rejette l'odeur de son enfant, de son conjoint, etc., mais pas son enfant. Et qu'on peut compenser cela avec des paroles, même si on le voit de loin, lui dire « je t'aime tellement fort, mais je peux pas là, j'ai un souci de santé, j'ai une petite maladie qui fait que je peux pas te faire de gros câlins, mais mon câlin, je te l'envoie là et tu vas le récupérer dans la pièce à côté. » Enfin, heureusement qu'on a de la parole aussi pour compenser tout ça. Ou si elles ne peuvent pas se mobiliser, que l'enfant puisse venir et faire des gros câlins. Elles vont culpabiliser déjà de ne pas pouvoir faire d'activité avec eux. Mais juste un gros câlin, des choses comme ça, ça peut suffire à ces enfants qui souvent sont petits d'ailleurs, vont oublier. Tant qu'il y a de la parole, ce ne sera pas traumatisant pour eux, clairement, quoi. Et c'est vrai que des fois, je me retrouve face à des psys, des psychiatres, par exemple, qui n'ont jamais été confrontés à la question de l'hyperémèse. Et récemment, il y en a une qui était choquée par ce que disait la femme sur son aîné. Et elle disait, mais elle est folle, en fait. Genre, elle ne veut pas d'enfant. Pourquoi elle est enceinte? Non, pas du tout. C'est tout un contexte. Et je lui ai expliqué. Mais ce n'est pas un rejet de l'enfant. Et ça, on peut le leur dire. C'est un rejet des stimulations, un rejet de l'odeur. Mais son enfant, elle l'aime très, très fort et elle peut le lui montrer autrement. Il y a un petit peu de peur aussi, le fait d'avoir des haut cœur alors que votre enfant il est dans vos bras, par exemple. Hein. Enfin, nous, on a peur aussi de les traumatiser avec ça. Et on a souvent d'ailleurs des enfants qui somatisent et qui derrière, en fait, font des vomissements, qui font semblant de vomir, ou qui demandent aussi à l'entourage si ma maman, elle va mourir. Voilà, ils sont vraiment... ils parlent, eux. Alors que si on parle, justement, si vous dites à votre patiente... Mais parler, les hauts de cœur, c'est pas grave. C'est comme les patients ils n'osent pas pleurer devant. Chacun, on s'est dit, il faut pas que je pleure devant mon enfant. Si, on est humain. C'est normal de pleurer de temps en temps. Donc, avoir des hauts de cœur, même vomir. Il y a des enfants qui vont vous nettoyer les choses. Enfin, ils participent. Ça fait partie de la relation. C'est ça, les êtres humains. Et si nous, on aide la patiente à dire, c'est pas grave, regarde, oh là là, j'ai un haut de cœur, oh là là, tu dois te moquer de maman, etc. Un petit peu en dire quelque chose, c'est pas traumatisant pour un enfant. On a un petit livre d'ailleurs qui a été traduit par l'association qui s'appelle Maman une hyperémèse gravidique, mais c'est temporaire. Alors c'est un livre vraiment adapté aux enfants. Il est en vente sur un site de vente en ligne de mémoire. Donc voilà, Maman une hyperémèse gravidique, mais c'est temporaire et c'est vraiment idéal en fait pour leur expliquer, même après. Moi, je sais qu'ils ont voulu savoir. Donc, je leur ai acheté le livre pour qu'au moins ils puissent comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et ça, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai découvert que très récemment, cette question de l'aîné, en fait, qu'elle ne supportait pas, du mari dont elle ne supportait plus l'odeur. Là, on supporte mieux le rejet du mari, finalement. En tant que professionnel, on comprend. Ouais, il ne passait pas la porte d'entrée, moi. Et la lessive, par exemple... Vous imaginez qu'elles ne supportent même plus leur propre lessive. Elles ne supportent plus c'est assez incroyable. Le dentifrice aussi. Le dentifrice, toutes les odeurs. Plus le dentifrice de se laver les dents. J'avais une patiente qui était très longtemps prise en charge chez nous à Strasbourg. Elle ne supportait plus l'odeur de ses parents. Alors peut-être qu'il y avait une réminiscence de des choses dans l'enfance, mais elle ne supportait plus l'odeur de ses parents. Et ça lui était insupportable que ses parents viennent la voir parce que ça ravivait des nausées, des vomissements. Et elle devait faire des efforts. Elle ne supportait pas l'odeur de son conjoint. Elle dit, je ne comprends pas parce qu'avant, il n'avait pas d'odeur et maintenant, il a une odeur. Et c'est aussi, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Imaginez-vous, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus vous occuper de la couche de votre enfant. Et en plus de ça, une autre patiente, elle me disait, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'était une championne de ski suisse, qui était à un très haut niveau.
Je peux vous dire, c'est des combattants, hein, les sportifs de haut niveau. C'était une killeuse. Et elle me dit, c'est encore pire pour elle parce qu'elle avait l'impression d'être tombée du grenier à la cave. Et elle dit, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai plus aucune force, alors que je suis une battante et je ne supporte plus rien. Et en plus de ça, s'installent évidemment des symptômes anxio-dépressifs parce que en quelques jours, elles ont l'impression d'être au fond du trou. Et ça, c'est vraiment très Et difficile. après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est toute cette finesse de... elle vous dit, par exemple, qu'elle ne supporte plus l'odeur de ses parents ou de son conjoint. On a envie de se dire, ça signifie peut-être pas rien non plus. Donc cette finesse qu'on peut apporter aussi dans l'entretien, la consultation, entre j'entends que c'est somatique, je vous soutiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi interroger quelque chose de l'ordre du sens? Est-ce que ça peut signifier aussi autre chose? Et au lieu peut-être de le dire comme ça, dire à la patiente, ah oui, j'entends que vous ne supportez plus, effectivement, l'hyperémèse, etc. Mais par contre, et comment vos parents le vivent? Comment ça se passe en ce moment, la relation avec vos parents? Et avant la grossesse, comment ça se passait? De un peu dissocier les deux. Et ça peut être la porte d'entrée aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un symptôme, des fois, c'est aussi un message à traduire. Et que si elle vous dit à vous qu'elle ne supporte plus l'odeur de son conjoint, par exemple, peut-être qu'elle vous amène aussi quelque chose à travailler avec elle. Ça, ce que dit Luisa, je trouve que c'est hyper important parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit quand même, malgré tout, que la réaction à l'hyperémèse est différente en fonction des gens. Et dans cette histoire, ce qu'on voyait bien, c'est que les parents, ils avaient quand même beaucoup dit « ça va passer, c'est normal, t'en fais un peu beaucoup. Finalement, tu sais, ta mère, elle aussi, elle a eu des vomissements. Elle n'a pas fait tant d'histoires. » Et donc, vous voyez, ces mots qui sont des mots qui sont destructeurs, en essayant de normaliser quelque chose qui n'est pas normal, eh bien en fait qu'il est possible de temps en temps que cette question du rejet de l'autre soit exacerbée aussi par l'attitude que l'autre a eue vis-à-vis de la non-reconnaissance de la maladie. Et ça, c'est vraiment très important. Et moi, j'ai beaucoup de chance depuis que je reconnais, juste reconnaître les symptômes de l'autre et lui dire « je reconnais vos symptômes ». Tout ça, c'est des symptômes de la maladie. Ça n'est pas dans votre tête. C'est une maladie hormonale. C'est quelques mots qui sont dits en 2-3 minutes. Mais en fait, ça les bouleverse. Et elles vous voient ensuite comme leur soignant qui a complètement compris. Et en fait, on n'a presque rien fait. On a juste dit, je reconnais les symptômes que vous présentez. C'est quand même pas si compliqué, notre métier, finalement. Oui, c'est important de reconnaître le symptôme. Parce que, en fait, ça permet à la femme de se dire « j'ai le droit de me sentir mal. J'ai aussi un peu le droit de me sentir mal. » Et ça, en fait, ça permet quand même de libérer une partie de culpabilité vis-à-vis, en fait, de la pathologie et du vécu de la pathologie. Ça permet aussi de crédibiliser un petit peu le fait qu'elle soit malade face à l'entourage, qui aussi a quand même... ses croyances, voilà, comme on disait, les parents, ça va passer, c'est normal, voilà. Et en fait, le fait que le médecin aussi acquiesce ou le soignant acquiesce que c'est bien des symptômes de la pathologie, ça permet à la patiente en fait vraiment d'être ok avec ce qu'elle ressent et déjà de déculpabiliser un petit peu ce qu'elle est en train de vivre. Françoise, vas-y, ouais. Oui, pour rebondir sur tout ce qui a été dit et compléter. Je pense que comme l'hypertension artérielle qui est un symptôme, comme la menace des contractions utérines qui est un symptôme et pas une maladie, je pense que l'hyperémèse, c'est vraiment une pathologie plurifactorielle. Il y a plein de raisons, probablement génétiques. On sait bien qu'en fonction de l'origine ethnique, on n'a pas les mêmes manifestations. Donc franchement, je pense que c'est un symptôme et que du coup, il faut effectivement prendre la femme dans sa globalité. Et la première chose pour pouvoir le prendre dans sa globalité, c'est de l'écouter, qu'elle se sente écoutée. Et là, elle va parler, on n'aura peut-être pas beaucoup de questions à poser. Quand elle sera en confiance, elle va se rendre compte qu'on prend effectivement en compte sa symptomatologie, qu'on sait que c'est invalidant, même si ce n'est pas forcément dangereux, elles ne sont pas toutes hospitalisées. Mais c'est la même chose pour tous les maux de la grossesse. Il y a des dames qui ont des douleurs importantes. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir une consultation qui ne soit pas expéditive. Il faut avoir une consultation donc ça prend un peu de temps.
Donc ça peut pas être fait en 10 minutes. Hein. Et du coup, rien que d'écouter les dames, ça va permettre d'apprendre plein de choses. Et il n'y a pas que les dépressives, il n'y a pas que les stress post-traumatiques, il y a les femmes violentées, hein, alors au sens que ce soit physique ou psychologique. Hein. Moi, je me souviens d'une dame qui était universitaire, qui a eu un enfant tard, qui a été... son mari est venu la chercher en Algérie, elle a quitté son job, elle s'est retrouvée à Clermont-Ferrand alors que lui il travaillait à Saint-Étienne, elle était toute seule, isolée, et cette dame, son stress, son anxiété, elle le manifestait par des vomissements. Mais j'ai une autre dame, en fait, il faut faire très attention à la violence sur le lieu de travail. Hein. Il y a quand même, on est dans une société où le monde du travail devient extrêmement violent, et donc voilà. Et des exemples, j'en ai plein, mais je pense vraiment c'est important de prendre la femme dans sa globalité et puis de trouver avec elle effectivement quelles ressources elle a, et de discuter, et puis éventuellement on a quand même des ressources nous dans les hôpitaux en termes de professionnels, c'est vrai, c'est peut-être plus difficile en libéral. Et puis, elle va pas forcément saisir ça du premier coup. Hein. Peut-être qu'elle va dire non, je vais voir. Voilà. Après, moi, j'aurais une question, mais peut-être qu'on va l'aborder dans la journée. La difficulté que j'ai, moi, c'est les dames qui vomissent toute la grossesse, quoi. Je voulais juste rebondir avant qu'on l'aborde, effectivement, sur 3 choses. Quand vous dites on a des professionnels vers qui on va l'orienter et peut-être elle ne va pas l'entendre, mais au moins on lui signifie déjà qu'on l'écoute en tant que femme dans son intégralité et non pas en tant que corps de femme enceinte. Deuxièmement, effectivement, dans les RPC, on a pu observer que dans les études scientifiques, ce qui était très facteur de souffrance pour les femmes souffrant d'hyper-MS, c'était l'absence d'écoute et l'absence de reconnaissance des symptômes. C'était vraiment les 2 choses qui ressortaient des études, la demande d'écoute et la demande de reconnaissance des symptômes. Elles allaient mieux comme ça. Et on l'observe, comme vous le dites très justement, dans toutes les pathologies, même dans le cancer, etc., que souvent, ce qui est le plus traumatisant, c'est pas l'hyper-MS, c'est pas la maladie, c'est pas les difficultés d'une grossesse, c'est la non-reconnaissance ou les paroles maladroites. On le voit avec les violences obstétricales qui sont très à la mode, qu'un accouchement, c'est pas forcément traumatisant, mais tout ce qui allait autour, c'est ça qui va créer le traumatisme. Donc effectivement, d'être à l'écoute et accompagner les femmes de façon bienveillante, on réduit le risque de trauma et on augmente la possibilité de satisfaction, quoi. Et si ça dure toute la grossesse? Et peut-être qu'Audrey nous dise ce qu'elles attendent. En fait, ce qui se passe souvent, moi, ce que je vois, c'est que c'est très dur. Chez les femmes qui ont une hyper-MS la plus sévère, les formes les plus sévères, c'est pas sévère jusqu'au bout de la grossesse. C'est sévère jusqu'à 5 mois, ce qui est déjà beaucoup. Vous imaginez, vomir. Moi, j'ai une patiente, elle a vomi 10 fois par jour jusqu'à 5 mois. C'est même plus parfois, avec des pics à 50 fois par jour. Vous imaginez d'avoir des vomissements quasiment 4 à 5 fois par heure. Et le reste du temps, comme elle avait ses médicaments, elle arrivait à dormir. Et pendant ce temps-là, elle n'a pas de vomissement. Donc la vie, elle est complètement entre parenthèses. Jusque 5 mois. Puis après, au bout de 5 mois, c'était 2-3 vomissements par jour. Et là, elle dit, c'était pas une libération, mais j'étais stabilisée, mais j'étais tellement affaiblie par tout ce qui s'était passé avant que je suis arrivé à l'accouchement et j'étais au bout du rouleau. Donc ça, c'est une vraie question, c'est comment on fait pour les accompagner. Alors, avant de te laisser la parole, moi, ce que je comprends et de ce que je vois aujourd'hui, de ce que je fais, c'est qu'il y a parfois, je suis en échec. Du point de vue du médecin, je suis en échec. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une dame qui a une hyper-MS quand même sévère au premier trimestre, assez longtemps, et puis elle continue de vomir jusqu'à la fin de la grossesse. Mais en fait, ce que j'ai fait à minima, le résultat à minima, là j'en ai une qui vient d'accoucher, qui m'a écrit avant-hier, et elle me dit, mais ça a été dur, mais alors c'était tellement mieux que la grossesse d'avant, que ça me va, finalement j'ai mon enfant, et j'ai réussi à une certaine stabilité. Et en fait,
en fait, elles arrivent elles-mêmes à dire que c'était pas si mal, même si au final, quand on regarde en tant que médecin, on se dit waouh, c'était chaud quand même, mais en fait, elle n'a pas été hospitalisée, elle a réussi à contenir les symptômes comme elle pouvait, même si elle vomissait tous les jours, une fois par jour, et elle avait son traitement, elle continuait sa pyridoxine d'oxylamine jusqu'à la fin de la grossesse. Voilà, donc du coup, en cas d'échec, en fait, les femmes, elles n'ont pas... si vous voulez, on est tellement dans cette tourmente que nous, tout ce qu'on attend en réalité, c'est l'écoute bienveillante. De toute façon, je l'ai abordé tout à l'heure. Déjà, c'est vraiment ce qui ressort, nous, des témoignages des femmes, c'est qu'elles ont besoin, en fait, d'être écoutées, aussi d'avoir confiance en leurs praticiens et qu'elles sentent en fait que vous êtes investis et que vous essayez de trouver une solution, malgré bien sûr les échecs de traitement, on en est consciente. Et je pense que les femmes aussi, en tout cas celles qui ont pu témoigner, sont aussi conscientes que c'est compliqué de gérer cette pathologie parce qu'elle est méconnue et parce qu'on n'a pas des solutions pour tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas de médicament miracle total. Voilà, donc voilà, reconnaître sa souffrance, rester dans la réalité, vraiment en cherchant des solutions et valider qu'elle a le droit de se sentir mal. Et ça, vraiment, pour l'entourage aussi, c'est important parce que l'entourage, je peux vous garantir que parfois, c'est lui aussi qui fait du mal et qui dit non mais il faut te bouger, faut te lever, allez on va prendre l'air. Ben non, enfin c'est pas possible, quand on peut pas se lever de son lit, c'est impossible d'aller prendre l'air. Et aussi du coup expliquer ce qui lui arrive, mettre un mot sur les symptômes, mettre un mot sur la pathologie. Dire que c'est hormonal. Dire que c'est hormonal, génétique, voilà. Essayer d'expliquer, voilà. Vraiment. En fait, la stabilisation du taux d'hormones fait qu'il y a encore des hormones, donc il y a encore des vomissements et des nausées, mais finalement, à un moment, ça va quand même se stabiliser. Et donc, l'idée d'avoir une perspective, de se dire, ça va peut-être continuer, mais au moins, j'aurai une stabilité, parce que ce qui est insupportable, c'est un jour c'est de ne pas savoir. De ne pas savoir, puis un jour d'être hyper mal, le lendemain, ça va un peu mieux, et puis tout d'un coup, 2 jours après, c'est à nouveau la catastrophe, on se dit, mais c'est n'importe quoi, c'est le grand 8 sans arrêt, c'est le yo-yo. C'est ça. Vous imaginez qu'en parlant de grand 8, c'est des femmes, comme si, alors moi, quand j'allais avec mes enfants dans des parcs d'attractions, moi je suis tout vert quand je sors des machins où ça tourne. En fait, ce que vivent ces femmes, c'est ça, mais 24 heures sur 24. C'est-à-dire, on les met dans un grand 8, puis ça tourne, et elles sortent, et c'est ça qu'elles ressentent. Et personne ne pourrait vivre ça. Et c'est ce qu'elles vivent. Et expliquer, donner aussi un peu, pas l'espoir, mais donner l'impression que ça peut se modifier. Nous, c'est vrai qu'on leur dit jamais, ça va s'arranger à telle date. En tout cas, en tant qu'asso de patiente, on leur dit pas ça. On leur dit en général, il peut y avoir des fluctuations, ça peut baisser en intensité, voilà. Mais rester bien sûr raisonnable, parce qu'on ne peut pas leur donner non plus des espoirs, puisque les traitements sont en échec, en cas d'AG sévère, comme le cas qu'on a présenté avant. Et aussi, peut-être aussi les orienter vers un soutien, l'entourage évidemment, pour la garde des enfants, etc. Le psychologue, donc on sait qu'elles ont du mal à accepter quand vous leur demandez d'aller voir un psychologue ou que vous faites venir le psychologue quand elles sont en hospitalisation, on sait qu'elles ont du mal. Et en fait, ça, c'est lié à la fameuse croyance ancestrale qui dit que l'hyperémèse était soi-disant psychologique. Et en fait, elles la connaissent, cette croyance. Et ce qu'elles ressentent, en fait, dans leur corps, elles savent très bien que c'est vraiment physique. Et du coup, en fait, c'est un peu contradictoire, du coup. En fait, il faut l'amener en disant, moi, je sais que c'est organique, voilà, je vous accompagne, mais je sais aussi à quel point c'est une situation qui fait souffrir la femme qui la vit. Et je ne peux pas vous laisser toute seule par rapport à tout ça. Je ferais mal mon travail si, en tant que gynécologue, je ne vous proposerais pas de rencontrer des collègues qui peuvent vous accompagner durant toute cette grossesse et vous accompagner dans votre souffrance. Voilà, et comme ça, vous signifiez que vous ne lui dites pas on va voir un psychologue parce que c'est psychologique. Mais non, c'est juste pour l'accompagner. Hein. Nous, on est là pour accompagner, poser de la parole sur tout ce qui se passe. C'est la manière de l'aborder, en fait, qui fait la différence. En fait, si vous voulez, la conséquence de l'hyperémèse gravidique sur la suite de la grossesse, la relation avec l'enfant, le postpartum, elle est importante au niveau psychologique et les conséquences, elles peuvent être vraiment délétères.
Et du coup, c'est quand même important, si c'est possible, qu'elle puisse avoir un soutien. Maintenant, on est consciente aussi, nous, on le fait. Ça passe mieux quand c'est nous, je vous avoue. Mais, et ça permet quand même d'avoir des patientes qui, du coup, vivent mieux la suite, le postpartum, etc. On a aussi, du coup, par rapport au soutien, les associations, évidemment, hein, je vais prêcher pour ma paroisse. Voilà, bien sûr, nous, on les aide, on a une permanence téléphonique, etc. Et en fait, le but vraiment global de ça, c'est qu'elles ne se sentent pas isolées dans leur souffrance et sans espoir d'amélioration ou sans vision minimale d'avenir, quoi. Et puis, c'est-à-dire que quand on est seul sur un radeau en pleine tempête, voilà. Le trajet paraît long. Alors que s'il y a à côté une sage-femme, un gynécologue, un médecin qui dit « Allez, moi, je vais sur le radeau avec vous et on va lutter contre la tempête ensemble. » En plus, après, il y a un psy « Allez, je vais sur le radeau avec vous, on va lutter. » Forcément, ça paraît un peu moins difficile et ça temporalise aussi la grossesse par les diverses rencontres, etc. Ça met des deadlines. Donc, voilà, c'est toujours plus agréable. Et sur l'idée de mettre... Il y a des psychologues qui sont très bienveillants. Alors, Louisa et moi, on se connaît maintenant depuis plusieurs années. On a probablement aussi d'emblée eu un mode de pensée qui était assez proche. Donc, on n'a pas tellement besoin de se parler quand je lui adresse une patiente. Néanmoins, je vois certaines patientes, le psychologue, il a une formation plutôt psychanalytique. Et il se dit, il va falloir que je trouve des explications à ce qui est en train de se passer. C'est pas complètement faux, probablement que ça peut être intéressant. À titre personnel, je pense que c'est pas du tout le moment, parce que la femme, elle n'est pas en capacité vraiment d'aller explorer ça, en tout cas au moment où on la prend en charge, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il faut repenser qu'elle a le cerveau qui est complètement détérioré par la maladie, la déshydratation et la souffrance physique et psychique. Donc, ce qu'il faut faire quand même, il ne faut pas hésiter à dire au psychologue ce que vous attendez de lui. Et moi, je parle souvent de piliers. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est... On est sur... Louisa prend l'exemple du radeau. Il y a aussi l'exemple des piliers. C'est-à-dire cette femme, elle a besoin de piliers pour la soutenir et pour arriver jusqu'à un moment où elle se sentira stabilisée et elle pourra avancer un peu plus sereinement avec cette maladie. Mais tant que la maladie, elle lui donne des coups, elle est vraiment très violente, le psychologue, il faut lui dire, voilà, moi, ce que j'attends de toi, c'est d'être un pilier supplémentaire, en plus de ma prise en charge, pour lui faire passer le moment difficile. Alors, c'est une vision de quelqu'un qui n'y connaît rien à la psychologie, j'ai vraiment pas été assez bien formé pour ça, mais je pense que moi, c'est ça que j'attends du psychologue. Alors, je ne sais pas si Louisa va être d'accord, mais... Oui, et puis d'ailleurs, si on est là aussi, c'est qu'on est accessible après cet atelier. Donc, pour ma part, vous pouvez tout à fait me contacter à tout moment lors de l'année, lors des prochaines années. Je suis au CHU de Strasbourg. Enfin, avec plaisir, on peut échanger sur cette question. On peut réfléchir ensemble à des situations cliniques lorsque vous êtes en échec. Et je suis là pour vous, même après cet atelier. Hein. Vraiment, j'y tiens, parce que c'est très important pour moi, pour ces femmes-là. Est-ce que vous voulez échanger sur l'échec, ce que vous ressentez parce que les médecins n'aiment pas l'échec. Très narcissique, un médecin. Moi, je suis un médecin très narcissique, forcément, par mon éducation. Et donc, je ne supporte pas l'échec. On m'a tellement appris que quand on a un médicament, ça faisait du bien aux patients, que quand ça ne marche pas, je suis en difficulté. Et comme dit Lacan, disait Lacan, il est mort, j'ai rien à vous apprendre, une volonté d'aider les autres cache souvent une volonté de s'aider soi-même. Ce n'est pas pour rien qu'on fait médecine, c'est pas pour rien qu'on fait sage-femme. Voilà. Alors par rapport à l'échec, moi j'estime, je me dis une fois qu'on a passé quand même, on a évité l'IVG, je trouve que c'est quand même une belle réussite, même si elle est toute relative. Et on parle beaucoup de psychologie. Vous avez parlé quand même effectivement de l'hypersensibilité des œstrogènes, un facteur génétique. Là, c'est une question un peu de béotienne. Oui. Quel est finalement le mécanisme physiopathologique? Parce que je trouve que si on peut expliquer un tout... Moi, je suis incapable d'expliquer pourquoi telle patiente a fait une hyperémèse et pas l'autre. Et je trouve que ça aurait un côté peut-être rassurant de pouvoir expliquer. En fait, au départ, on a beaucoup pensé que l'hyperémèse était attribuable à des taux, vous voyez, comme ça montait comme ça progressivement au premier trimestre, eh bien, on l'a attribué à l'HCG,
et aux œstrogènes qui montaient très fortement au premier trimestre. Donc ça a été des théories, d'ailleurs j'avais moi aussi publié là-dessus, on était persuadé que c'était ça. Et puis un jour, justement, l'équipe américaine avec les associations de patientes, ils ont utiliser des nouvelles techniques en partant du constat qu'il y avait des formes d'hyperémèse qui étaient un peu familiales. C'est-à-dire qu'on retrouve la mère, la grand-mère. Alors parfois, quand il y a un grand-père entre deux, finalement, ça saute la génération. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait comme ça des formes un peu familiales. Et ils se sont dit, il y a peut-être un substrat génétique au travers de ça. Et puis ils se sont dit aussi, aujourd'hui avec les techniques de protéomique, c'est la capacité de repérer des gènes ou en tout cas des protéines d'intérêt, ils se sont dit, tiens, explorons cette idée de mettre en évidence des gènes ou des protéines d'intérêt dans le placenta. Et ils ont mis en évidence une protéine qui est assez facile à retenir, qui est un facteur de croissance placentaire, qui s'appelle GDF15. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail avec les patients, mais rien que le fait de dire, vous savez, l'hyperémèse, en fait, c'est une maladie hormonale qui a probablement survient chez des femmes qui ont une sensibilité génétique, c'est-à-dire c'est inscrit dans leur patrimoine autour d'une protéine qui s'appelle GDF15 et qui va être sécrétée par le placenta, eh bien qui fait que c'est ça qui provoque la maladie. Alors comment GDF15 interagit? Alors les Américains qui sont toujours un peu excessifs là, comment elle s'appelle ouais, elle fait le jeu, elle dit ouais, il faut oublier l'HCG. Bon, je pense quand même qu'il y a peut-être des interactions entre les différentes hormones du placenta. Mais vraiment, la notion que l'hyperémèse ne survient que quand il y a un placenta, chez des femmes qui sont un petit peu prédisposées, tout à l'heure, Luisa vous a parlé un peu du mal de transport ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont quand même un peu prédisposés à être plus nauséeux les uns que les autres. Et en fait, c'est un peu l'association, comme le disait Françoise, de quelque chose qui est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une prédisposition génétique, mais il faut un placenta qui sécrète une protéine. Et c'est pour ça que c'est des femmes qui ne sont pas malades en dehors de la grossesse, puisque tout vient de la sécrétion hormonale du placenta. Est-ce que ça vous va comme explication ? Je voulais rebondir sur la question de si on a évité une IVG, on est déjà content. L'IVG aussi ouvrir à cette question que ce n'est pas forcément un échec. Hein, et la femme, évidemment, souvent, puisque c'est une grossesse voulue, qu'elle voulait poursuivre, elle va le vivre comme ça. Mais si nous, en tant que professionnels, on lui évoque ce fait-là, que peut-être c'est pas que un échec ce que vous avez vécu. Si vous utilisez ce terme échec, si elle l'utilise évidemment, hein, vous rebondissez dans l'idéal sur les mots qu'elle utilise. On va pas introduire d'autres éléments négatifs si elle vous les évoque pas. Mais si elle vous parle d'échec, lui signifier non, c'est pas forcément un échec. Peut-être que il fallait passer par là. Voilà, vous y poserez un jour du sens. Ça ouvre aussi les perspectives. Tout à fait. Hein. Enfin, on a des femmes qui aussi ont fait une IVG et qui en réalité ne se sentaient pas en capacité de gérer cette grossesse-là et qui remettent une grossesse en route et qui en fait la gèrent et finissent par avoir leur enfant. Peut-être que ça peut être vu comme une étape aussi pour essayer de rebondir, voilà, de repartir sur une autre grossesse éventuellement. Mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, échanger sur des situations qui l'ont embêté et qui ont été pour lesquelles il voudrait qu'on... Oui, allez-y. On va vous donner un micro si ça ne vous ennuie pas pour que tout le monde vous entende bien. Parce que comme la salle est grande, allez-y. Merci. Donc, je suis sage-femme et hypnothérapeute et c'est vrai que j'ai essayé d'apporter par le biais de l'hypnose une aide pour les vomissements incoercibles et ça a été un échec. Mais je pense que ce que vous expliquiez, il y a un tel épuisement et une disponibilité cérébrale qui n'est pas là. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas. Tout à fait, on est quand même... en fait, ça peut aider à la détente. Oui. En fait, faut savoir que les symptômes sont augmentés par la fatigue et par le stress. Donc, en fait, toute possibilité d'atténuer un petit peu la fatigue, le stress, c'est important. Par exemple, les arrêts de travail, on en discutait avec le professeur de Ruel, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais
faut savoir que la fatigue augmente vraiment les symptômes. Donc en fait, on peut repartir après. Si la personne elle va toujours travailler alors qu'elle commence à avoir des symptômes importants, on peut vite avoir une dégradation de son état en réalité, parce que la fatigue permet d'atténuer un petit peu les symptômes, même si voilà, ça évite en tout cas que ça s'aggrave. Et le stress, c'est exactement la même chose. Si elle arrive à se détendre, alors après par tout moyen possible, hein, je vous avoue que nous voilà, la sophrologie, la respiration, etc. Ça peut quand même permettre, alors pas à tous les moments, parce qu'en fait, il faut que ce soit aussi le moment. Quand elles sont en pleine crise de vomissement, c'est impossible. Là, il n'y a rien à faire, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à part, au pire, qu'elle respire. Mais c'est vrai que dans les moments où elle est un peu en accalmie, peut-être le matin au réveil, voilà, parce qu'en fait c'est pareil, hein, c'est pas forcément le matin, c'est tout le temps. Donc voilà, on n'est pas sur des nausées matin, non, pas du tout. Et c'est pire le soir en réalité. Enfin, pour certaines femmes, c'est pire le soir avec la fatigue. Et il faut pas lâcher l'affaire. Ben C'est-à-dire que, en fait, si chaque fois que j'ai eu un échec thérapeutique, j'avais abandonné les médications utilisées, aujourd'hui, je n'utiliserai plus rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas. Ce qu'il faut dire aussi aux femmes, c'est qu'il n'y a pas de traitement unique et qu'on va essayer de s'adapter à chaque situation. Et l'hypnose peut être, chez certaines femmes, un soutien autour de cette question. Évidemment, si on fait une étude randomisée qui essaye de démontrer que l'hypnose est efficace dans l'hyper-MS gravidique. Alors, je n'ai pas fait cette étude, donc je ne peux pas donner le résultat, mais je pense qu'on arriverait à un résultat probablement négatif, parce que en réalité, l'hyper-MS est une maladie qui est extrêmement diverse, et chaque femme peut répondre à des thérapeutiques qui sont différentes. Et alors après, quand on parle des thérapeutiques qui sont entre guillemets alternatives, vous le savez très bien, il y a des gens qui répondent à l'acupuncture, d'autres qui répondent mieux ou pas à l'acupuncture, et des symptômes pour lesquels l'acupuncture a démontré un effet et pas d'autres. L'hypnose, c'est pareil, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ces propositions, et il y a des moments aussi où on est plus ou moins réceptif. Quand vous avez quelqu'un qui a le cerveau qui est complètement au fond du trou, déshydraté, je ne suis pas certain qu'elle soit en capacité de recevoir l'hypnose. Mais lâchez pas l'affaire. De temps en temps, peut-être que ça marchera. Et après, ça reste une formation. C'est super que vous ayez fait cette formation. C'est formidable. Et de signifier juste à la femme que quand ça ira mieux, ou après l'accouchement, vous êtes là et vous pouvez lui proposer des séances. Cette perspective-là, elle est formidable aussi. Donc, c'est très bien. Travailler, en fait, le vécu après aussi, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que oui, il faut des moments, en fait. Enfin, personnellement, j'ai essayé l'acupuncture. Bon, c'était efficace que quand il y avait les aiguilles. Dès qu'elle partait, c'était fini. Voilà, même en sortant d'ailleurs du cabinet, voilà, c'était terminé. Donc, il faut vraiment. La question du transfert, voilà, aussi. C'est ça. Voilà. Merci. Donc là, on était sur la vignette clinique numéro 3. Donc, on a une patiente qui est enceinte pour la première fois, qui n'a pas d'antécédents. Elle est allée voir son médecin traitant parce qu'elle avait des symptômes d'hyperémèse. Et voilà, elle envisage... Elle a une intolérance alimentaire totale, d'accord. Elle s'est sentie bien accueillie par le médecin de garde qui a proposé du Primpéran, une réhydratation. Donc un autre médecin et une infirmière lui ont plusieurs fois posé la question de son souhait réel d'avoir cet enfant et ont évoqué un sentiment inconscient de rejeter l'enfant. Une psychologue est venue la voir pour dénouer cette question et savoir si elle avait des problèmes de couple. Alors là, on est en plein dedans, dans les préjugés, dans les fantasmes. Voilà, c'est psychologique. Exactement. Parce que toute l'équipe est en échec. Elle est sortie sans traitement et au bout de quelques jours, les symptômes réapparaissent. Donc ça, c'est les rechutes suite à une hyperémèse et une hospitalisation. Ils sont très élevés. On est à peu près à 70% de rechutes. Et on est à 70%, je pense, d'équipes qui vont dire « Oh non, elle est de nouveau là. Oh là là !» Et puis elle fait que cracher. Hein. Ou alors les équipes, là récemment, une infirmière qui me fait... Elle dit qu'elle ne mange pas, qu'elle vomit. Hein, mais je l'ai vue manger tout un hamburger. Bah oui, des fois, comme on le disait, c'est le grand 8. Si un hamburger, ça passe, il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas, et ça passe, tant mieux pour elle, pour cette femme. Mais tout de suite, les jugements négatifs, elle fait du semblant. Il y a quand même, c'est très prédominant. Hein. Et il faut savoir aussi, on ne l'a pas encore dit,
qu'il y a des hôpitaux et des cliniques où on les met encore dans le noir. On interdit les visites, on confisque les téléphones. Audrey et Samantha ont régulièrement des messages par rapport à ça. Alors certes, effectivement, quand la femme vous évoque ce qui peut arriver des migraines liées aux nausées, effectivement, on peut lui proposer de baisser les stores, mais d'imposer ça, c'est quand même la question de l'hystérie. Hein, la femme, elle hystérise, donc on va la punir, on va lui montrer qu'il n'y a pas de bénéfice secondaire à la pathologie, et elle ira mieux. Donc, alors que non, c'est une pathologie organique, somatique. Merci Louisa pour cet aparté sur l'isolement qui est quand même notre cheval de bataille parce que voilà, en fait on a des femmes qui en viennent à être en hospitalisation et à cacher leur téléphone, à ne plus avoir le droit d'appeler leur conjoint. Voilà, c'est vraiment délétère. Honnêtement, on a plus de retours négatifs que d'amélioration des symptômes. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Donc du coup là pour le cas clinique, on va parler de l'hospitalisation à domicile. La prise en charge à domicile. Est-ce que vous avez déjà pris en charge des patientes avec une hyperémèse à domicile parmi vous? Oui. Vous voulez partager votre expérience? Allez-y. Ouais. Non mais c'est intéressant. Bonjour. Oui, c'était une dame qui était venue plusieurs fois. C'était sa 4e hospitalisation pour vomissement gravidique incoercible. À sa 3e hospitalisation, elle avait elle-même évoqué l'HAD. Et au final, je ne sais pas trop pourquoi on lui avait refusé, parce que ce n'était pas une HAD en fait en lien avec la grossesse, étant donné qu'elle était dans un terme précoce. Et au final, la 4e hospitalisation, on a réussi à mettre ça en place. Et voilà, elle est revenue pour une vénite. Mais en dehors de ça, je pense que ça l'a vraiment améliorée. Et elle n'avait pas de problème avec son environnement à la maison. Et c'était vraiment rassurant pour elle de rester chez elle. Voilà. Alors en fait, on n'est pas forcément obligé de passer par une hospitalisation à domicile. Je vais vous expliquer moi ce que je fais. C'est vraiment très simple. En fait, c'est vous dites à la dame, est-ce que vous avez autour de vous des infirmiers libéraux qui vont pouvoir vous prendre en charge? Et la réponse est généralement oui. Là aussi, il y a une grande hétérogénéité. Là, en ce moment, j'ai une équipe d'infirmiers libéraux de je ne sais plus où, mais ils sont topissimes. C'est-à-dire, toutes les semaines, ils me font un compte-rendu par mail de la prise en charge. Et en fait, c'est assez simple. Vous prenez un CERFA. Et donc, il y a des CERFA. Je pourrais vous en envoyer. Vous pourrez m'écrire, je vous donnerai mon adresse mail. Vous prenez un CERFA. Vous prescrivez une hydratation par un sérum salé isotonique sur 12 heures. 1 litre. Là aussi, vous laissez beaucoup de liberté à la femme. Vous lui dites, c'est vous qui choisissez. Le sérum salé, évidemment, dedans, vous mettez 100 mg de vitamine B1. Et vous dites à la dame, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez le faire poser le matin, le faire retirer le soir, et vous avez votre perfusion, puis vous vaquez à ce que vous pouvez dans la journée. Alors, en général, elles vaquent à pas grand-chose. Et d'autres, elles préfèrent le mettre la nuit parce que ça les embête un peu moins. Alors le problème, la nuit, de temps en temps, ça les embête parce qu'elles bougent, ça les réveille dans leur sommeil. Donc ça, c'est vraiment, vous leur laissez grande liberté de savoir ce qu'elles font. Vous avez parlé des vénites. Moi, de plus en plus, alors, quand j'étais plus jeune, j'ai d'abord été, au fur et à mesure de l'avancée de mes études, j'ai commencé ASH, après, tout en faisant les études de médecine, j'étais aide-soignant, puis un jour, j'ai eu la chance de pouvoir être infirmier dans une unité de gériatrie. Alors, c'était pas facile, mais au moins, j'ai appris qu'on pouvait, tout doucement, hydrater quelqu'un, et en particulier une personne âgée, en lui mettant en voie sous-cutanée des solutés de remplissage. Alors, il faut aller doucement, mais les infirmiers, ils savent faire ça très bien. Si vous mettez 1 litre sur 12 heures, ça passe tout doucement, et parce qu'en fait, les veines, très rapidement, c'est des femmes qui sont déshydratées. C'est des femmes, on sait aussi que le capital veineux féminin est un petit peu moins bon que celui des hommes, et donc très rapidement, les infirmiers peuvent être en difficulté, ou alors vous voyez, dormir avec une perfusion ici au poignet ou au coude,
c'est quand même pas très agréable. Donc vous le mettez en sous-cutané et puis vous le diffusez tout doucement. Alors de temps en temps, là j'en ai une qui m'a écrit hier parce qu'en fait elle a mal et probablement qu'elle a eu un hématome en dessous. Il y a aussi des petites complications, mais moi je l'ai fait, là je sais pas, au moins 25 ou 30 fois. La plupart du temps ça se passe très très bien. Donc il y a un CERFA, vous écrivez hydratation par 1 litre de sérum salé isotonique plus 100 mg de vitamine B1 pendant 12 heures. La plupart du temps, vous faites que ça, par une IDE, vous le signez. La plupart du temps, les infirmiers ils se débrouillent avec ça, ils arrivent et ça marche très bien. Il y en a qui sont un peu plus exigeants. Ils veulent la prescription de la tubulure, la prescription des aiguilles. Ben, c'est tout, vous demandez ce qu'ils veulent, ils vous font la petite liste de courses et vous le faites. Et puis après, vous pouvez aussi mettre les traitements à domicile, soit Péros, parfois IV. Moi, ça m'arrive d'utiliser des traitements IV à domicile. Donc, alors évidemment, il ne faut pas que ce soit 5 fois par jour, mais au moins 2-3 fois par jour, les infirmiers libéraux, ils font ça très très bien. Et puis, il y a aussi la possibilité d'adapter. Et ça, on espère que peu à peu, on aura des adaptations des médicaments qui marchent bien. Hein. L'association d'oxylamine, pyridoxine, ça marche très très bien, mais parfois, moi, là où ça me met en difficulté, c'est que j'ai des femmes qui, en fait, elles prennent le traitement, elles le vomissent tout de suite. Donc forcément, il ne peut pas très bien fonctionner. Donc on aimerait bien aussi avoir plus de médications par voie orodispersible pour que ça marche mieux et que ça soit absorbé par les muqueuses plutôt que les muqueuses jugales plutôt que de devoir passer par l'estomac. Mais bon, après, je ne suis pas pharmacologue, donc ce n'est pas toujours possible pour tous les médicaments. Mais ça, c'est vraiment quelque chose... et moi, j'en ai discuté avec le labo qui commercialise le Xonvéa en leur disant, voilà ce dont on a besoin. Et ils sont vraiment demandeurs aussi de trouver des perspectives pour améliorer les modalités d'action. Donc n'hésitez pas à échanger aussi avec de vos expériences avec les visiteurs médicaux pour leur dire, voilà... et puis après, ils remontent les informations, c'est pas inintéressant. Donc cette prise en charge à domicile, elle permet de garder ces femmes dans le giron familial. Et puis, souvent, elles vivent aussi l'hospitalisation comme un échec. Et finalement, c'est pas si compliqué. Je vous en prie, monsieur. Oui, je voulais juste demander, je vous ai entendu plusieurs fois citer donc le Cariban et le Xovea comme première ligne. Et pourquoi pas le Donormil? Parce que c'est vrai que nous, en ville, on l'utilise souvent. Oui, bien sûr. Oui, aussi le Donormil, bien entendu. Alors, le Cariban et le Xonvéa ont la vitamine B6 qui est en plus, dont on sait que ça a un effet qui a été un peu démontré dans la littérature, même si les preuves ne sont pas mirobolantes, il vient peut-être ajouter un petit effet supplémentaire. Et de façon paradoxale, on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui répondent très bien au Donormil, elles n'ont pas besoin de l'association pyridoxine-doxylamine. Le Donormil étant la doxylamine. Et puis il y en a d'autres qui ne répondent pas à la doxylamine seule et qui vont mieux répondre à l'association des deux. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous voulez d'autres faire? Je voulais juste continuer à râler. Comme moi, je travaille avec la parole. Et est-ce qu'on dit dans un service d'oncologie, tu peux voir une cancéreuse? En gynéco, j'ai des infirmières des fois qui me disent, ah, tu pourrais voir cette patiente, c'est une vomisseuse. Moi, je fais, c'est quoi une vomisseuse? C'est quoi, c'est une machine? Non, c'est une femme souffrant d'hyperémèse gravidique. Et c'est tout bête, mais ça commence par là aussi. Dans les services ou même quand on est en libéral et tout, ça commence par là. Comment on nomme, comment on parle des femmes dont on s'occupe, qu'on accompagne. Et je pense que c'est important de ne pas hésiter à reprendre les termes qui sont utilisés par nos collègues. C'est déjà signifier quelque chose. Merci Louisa, oui, parce que pour le coup, le terme vomisseuse est vraiment... alors, il ne part pas d'un mauvais sentiment, je pense, mais vraiment, il est vécu négativement. Je peux vous le dire puisqu'on me l'a dit. Enfin, je l'ai entendu dans le couloir. On m'a dit, elle est encore là, la vomisseuse de la 306. Mais je vous dis, quand j'ai compris que c'était de moi qu'il parlait, je peux vous dire que j'étais abasourdie. Les patients entendent aussi, on l'oublie souvent. La porte était ouverte en même temps, c'était pas difficile. Mais
Voilà, en fait, si vous voulez, on vous définit par un symptôme qui est en plus d'une culpabilisant et qui est quand même pas très reluisant. Et on vous définit comme ça, en fait. Vous êtes la vomisseuse. Non. Enfin, c'est une femme qui souffre d'hyperémèse ou qui souffre de vomissements incoercibles. Ça me va bien aussi. Mais c'est vrai que ce terme-là, nous, ça fait râleuse. Voilà, ça fait. Voilà, vous voyez, il y a le côté un peu négatif. C'est un peu, voilà, c'est vraiment le terme en lui-même qui est pas adapté. Ce qu'il faut aussi mettre en place, ce qui est très important et ce qui n'est pas facile, c'est la mise en place d'un praticien référent. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se positionner. Il faut dire, je suis votre praticien référent, c'est moi que vous pouvez interpeller. Je ne sais pas tout faire, je ne sais pas tout traiter, mais je suis là et il faut m'interpeller dès que vous sentez que ça va un petit peu moins bien et il ne faut pas attendre. Mon expérience là depuis quelques années, c'est que vraiment, il faut leur dire plein de fois, vite, vous m'interpellez, parce qu'après ce sera trop tard, elles ne seront plus en capacité de le faire, et on court après cette boule qui est descendue dans le ravin, et on n'arrive plus à la rattraper, et on met plus de temps à la rattraper. Donc ça, c'est vraiment important, qu'elles aient conscience que vous êtes le praticien référent, et peu importe que ce soit une sage-femme, un gynéco, un médecin traitant, mais qu'il y ait quelqu'un vers qui elles puissent se tourner en disant « Oula, ça va tout d'un coup moins bien », et je sais pas pourquoi, et juste qu'on ait un petit échange parfois téléphonique, en téléconsultation, de quelques minutes pour essayer de comprendre. Et quasiment une fois sur deux, on s'aperçoit aussi que c'était des variations de la maladie. En fait, la maladie, elle varie tout le temps d'un jour à l'autre. Et juste passer un coup de fil en leur disant « je suis là, on voit un peu comment ça va aller, ajustez votre traitement ». Et des fois... et puis faites-moi un petit mail, tenez-moi au courant. Et puis en fait, ça les aide de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour elles. C'est très très soutenant. Enfin, je parle à leur place, mais j'ai le sentiment que c'est très soutenant. Et un praticien référent, ça permet aussi de veiller au grain au niveau des équipes aussi, parce que évidemment, les équipes changent, les générations changent, et c'est un éternel recommencement au niveau de la question de l'accompagnement bienveillant, des fantasmes, des préjugés qu'il faut reprendre constamment, et de se sentir moins seul, qu'on soit ce praticien ou qu'on ait un praticien avec nous, ça permet aussi de reprendre les choses constamment, quoi. Cela dit, j'observe, si je peux me permettre, que l'hyperémèse est une pathologie vers laquelle dont on se soucie de plus en plus. Observez quand même le logo du PSF. C'est extraordinaire, où l'hyperémèse est fortement présente. Voilà, est-ce que c'est les prémices comme ça de quelque chose ? Donc voilà, donc vous voyez la diapositive, hein, c'est les effets positifs d'une hospitalisation à domicile, parce que c'est bien de parler des effets négatifs, mais c'est bien de parler des effets positifs aussi, pour garder une note positive. Donc du point de vue de la patiente, l'hospitalisation à domicile, donc c'est vrai qu'elle permet de garder le lien avec la famille, avec l'entourage. Elle permet de garder en fait son milieu familial, et ça aussi c'est important. On a certaines femmes qui, comme disait Louisa, vivent mieux en fait de rester à domicile, ou comme disait Madame tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant en fait de pouvoir garder parfois le contact avec son domicile. Alors stricto sensu, pardon, je te coupe Audrey, mais stricto sensu, c'est en théorie, on n'est pas dans la circulaire d'une hospitalisation à domicile, hein, et ça nous met en difficulté. Mais en fait, après, si vous avez la possibilité de vous appuyer sur une structure d'hospitalisation à domicile, bon, c'est un peu limite en France, mais vous pouvez le faire. Au moins pour vous faire votre expérience, et ça peut aussi vous rassurer, vous sécuriser. Parce que moi, le jour où j'ai commencé à le faire, on ne m'avait pas appris. Enfin, on ne m'avait pas dit. Mais il y a tellement de choses qu'on ne m'a pas appris. Alors qu'en réalité, en tant qu'enseignant en tant que PUPH, c'est moi qui doit être en capacité d'apprendre aux autres. Donc c'est assez compliqué quand il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Donc... Et ça, on ne nous a pas appris, mais il faut aussi que vous vous sentiez sécurisé. Donc l'HAD peut être un élément de sécurisation, au moins pour démarrer. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une hospitalisation à domicile, c'est une hydratation à domicile, c'est un ajustement. Mais alors, ce qui est difficile, c'est que ça nécessite
tout petit peu d'investissement et d'être présent, de suivre le truc. Et moi, de plus en plus, ce que je fais, c'est que quand les femmes m'ont écrit par mail, je les sollicite après, 2-3 jours après, parce que j'ai toujours peur qu'elles soient pas en capacité de le faire. Et puis, ça me rassure aussi d'avoir des nouvelles, parce que, alors après, ma posture fait qu'elles n'osent pas me déranger. Et quand on est un professeur qui commence à avoir un peu plus de 50 ans, en fait, elles n'osent pas. Elles se disent il est très occupé, ou je ne sais pas ce qu'elles se disent finalement. Et donc ça aussi, elles n'osent pas, en fait. Voilà. En général. Mais aussi avec les médecins, elles n'osent pas nous déranger parce qu'elles savent qu'un médecin, quel qu'il soit au quotidien, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de patients. Mais en réalité, il faut aussi se la mettre en mémoire et puis lui dire, mais n'hésitez pas, faites-moi un petit mail pour me rassurer, pour que je sache qu'on n'est pas dans une situation où vous êtes en incapacité de me ressolliciter ou passer un petit coup de fil. Ça, faut vous le mettre en mémoire. Et j'ai le sentiment, en tout cas, moi, ça m'aide d'avoir des nouvelles et puis de me dire que mon traitement, la réhydratation, ça leur donne souvent. Je leur dis, vous allez voir, la réhydratation, ça va vous donner un petit coup de peps. Et ça, on le voit vraiment parce que clairement, il y a les symptômes qui sont liés aux hormones. Mais alors, la déshydratation, elle vient multiplier par 10 les symptômes. Et déjà, quand vous réglez le problème de la déshydratation, par une hydratation IV ou sous-cutanée, eh bien vous donnez aussi, en 2-3 jours, vous atténuez les symptômes. Et bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure du sérum salé, mais vous pouvez aussi, quand il faut faire un iono pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypokaliémie majeure, et s'il y a une petite hypokaliémie, vous rajoutez 2-3 grammes de KCl dans la perfusion, et à domicile, ça se fait très très bien, sans aucun souci. Sur 12 heures de 3 grammes de KCl, vous prenez aucun risque, vous le savez bien. Oui, merci. Oui, c'est vrai que puis, du coup, elles se sentent, si on leur dit, vous avez la possibilité de le faire, c'est toujours aussi une ouverture. Alors après, elles n'oseront pas. Elles n'oseront pas parce qu'elles vont être dissuadées aussi par leur entourage, par ce qu'elles en pensent, etc. Elles ne vont pas oser forcément vous déranger, pardon. Et c'est vrai que du coup, si vous allez aussi demander des nouvelles, c'est aussi intéressant, du coup. Est-ce qu'on peut parler de l'angoisse du retour à domicile et du retour des symptômes? Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de craintes éventuelles à est-ce que les symptômes sont en train de revenir? Est-ce que je vais à nouveau revivre ce que j'ai vécu? Et donc ça crée un effet que moi j'appelle d'anticipation, mais je ne sais pas si c'est le... C'est de l'anticipation anxieuse. Voilà, l'anticipation anxieuse. Voilà. Si Louisa, je ne sais pas si c'est des choses que vous rencontrez, si vous voulez exprimer votre expérience, et sinon on laisse la parole à Louisa qui peut nous en parler. Quelqu'un veut prendre la parole? Je ne vais pas en dire grand-chose. Effectivement, c'est normal lorsque on souffre de quelque chose et que ça va mieux dans un endroit T, notamment par exemple à l'hôpital, et qu'on associe du coup la pathologie à l'endroit où il est apparu, par exemple le domicile. C'est normal de vivre de l'anticipation anxieuse et de s'imaginer qu'un retour à domicile où on va se sentir isolé, seul. Voilà, et c'est là toute la question, en fait, c'est comment prévenir cette angoisse-là, en signifiant, comme le disait Philippe, l'importance que la femme, même si elle retourne à domicile, elle peut nous contacter, on va lui demander aussi des nouvelles, elle n'est pas seule, et ça réduit effectivement cette angoisse du retour à domicile, et de lui signifier aussi qu'on sera à l'écoute si effectivement les symptômes réapparaissent, qu'il y a des solutions possibles, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Et ça peut être la réhospitalisation, ça peut être l'hospitalisation à domicile, mais au moins de signifier qu'on reste à son écoute, que l'hospitalisation ne signifie pas la fin de l'accompagnement, parce que souvent c'est aussi ça qui angoisse les femmes, et ça, quelles que soient toutes les pathologies, la majorité, dans tous les services, les femmes qui veulent rester hospitalisées, en général, c'est soit qu'elles essayent d'éviter une situation de violence, de huis clos, soit elles ont très peur de se retrouver seules par rapport à la pathologie, alors que là, on s'occupe d'elles. Oui, c'est tout à fait ça. On est toujours garder à l'esprit cette... Il y a une question, je crois. Toujours garder à l'esprit, en fait, la possibilité d'ouverture, en fait, de dire, OK, vous retournez chez vous, mais je serai là. Voilà, parce que on se dit, on retourne chez nous, on se retrouve toute seule.
toute seule avec nos symptômes, et en réalité ça revient, et on se dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends contact avec l'équipe soignante? Est-ce que je reste où j'en étais? Et en fait on n'ose pas forcément recontacter le praticien, on n'ose pas forcément redemander de l'aide, parce qu'on se dit c'est bon, ils ont essayé, ça a raté, voilà. Donc du coup c'est vrai que la patiente, là-dessus c'est un peu compliqué. Bonjour. Vous avez insisté sur la perfusion de sérum salé isotonique. Moi, j'aurais donné plus une petite perfusion de glucosé pour des gens qui ne mangent pas. Et l'association avec le sodium, pourquoi vous ne mettez pas de sodium dans la perfusion avec le potassium? Alors justement, c'est ce que je faisais comme vous. Je me suis dit, tiens, il faut mettre du glucosé. Et puis, un jour, quand on a fait les RPC, je ne sais plus qui m'avait écrit en me disant, mais c'est pas très logique votre truc, c'est pas comme ça qu'on réhydrate une dame. Et en fait, je suis allé voir mon réanimateur local, et puis je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Il me dit, écoute, tu sais, il y a 2 éléments qui sont embêtants dans ce que tu fais. Quand on veut réhydrater quelqu'un, il faut lui donner un sérum salé, donc avec du sodium, isotonique. Et c'est le meilleur moyen de réhydrater quelqu'un. Si tu veux donner du glucose, c'est possible, mais il me dit c'est quand même pas la meilleure chose. Et pour réhydrater, c'est mieux. Il m'a expliqué que c'était mieux de mettre du sérum salé isotonique, et qu'en fait le glucose, ça nous donne l'impression de bien faire. Il m'a dit, tu sais, tu risques encore plus d'aggraver le risque d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke en apportant du glucose. En plus de ça, on ne sait pas très bien quelle dose de vitamine B1. Donc ça m'a fait switcher. Et parce qu'en réanimation, c'est comme ça qu'ils font. Pour réhydrater, il faut apporter du sérum salé. Et l'objectif, c'est pas forcément d'apporter de l'énergie, c'est de réhydrater et d'apporter du glucose. En fait, il m'a dit que c'était un leurre de croire qu'on va apporter. Il faudra apporter des grosses quantités de glucose pour pouvoir donner du sucre à l'organisme, et là, c'est pas en mettant un glucosé 5% qu'on va le faire. Voilà. Mais vous voyez, je pensais exactement comme vous, parce que en gynéco, c'est vrai qu'on est moins formé sur ces questions, et en discutant avec les réanimateurs, je me suis aperçu que c'était ça il m'a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait faire. Oui. Aux électrolytes. Pardon? Par rapport au sodium. Le sodium, il est dans le sérum salé iso. Donc, vous mettez un sérum salé iso, vous apportez du sodium, c'est du NaCl à, je ne sais plus si c'est 0,9% ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, par contre, vous pouvez apporter du potassium. Après, si vous voulez rajouter encore du sodium, s'il y a une hyponatrémie, vous pouvez, mais en réalité, l'hyponatrémie, elle est le stigmate d'une déshydratation intracellulaire, et donc vous allez la corriger avec votre réhydratation, et c'est surtout un petit peu de potassium qu'il faut apporter. Muriel, vous voulez... Oui, tout à fait. Exactement. Oui, c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que en apportant du glucose, vous pourriez apporter du glucose plus, à ce moment-là, du NaCl plus du potassium, pour être isotonique. Ça commence, c'est un peu compliqué de faire ça à la maison. Donc, parce que si vous n'apportez que du glucose, vous rééquilibrez pas les conséquences des vomissements, et vous pouvez aggraver une part des déshydratations intracellulaires. Donc ça c'est. Mais bon, c'est vrai qu'en gynéco, à un moment, on finit par oublier nos cours de néphro, et c'est aussi là tout l'intérêt d'aller rediscuter avec des gens qui font ça au quotidien. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Merci, professeur Desruelles, justement de parler de cette alternative de réhydratation à domicile. Effectivement, à Mulhouse, du coup, je m'étais déjà renseignée. En fait, là, on a une HAD obstétricale, mais du coup, qui ne prend pas en charge les patientes au premier trimestre parce que c'est hors HAD obstétricale. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon à savoir qu'on peut prescrire avec des IDE libérales. Je voulais juste savoir, de manière très pratico-pratique, vous dites donc la réhydratation peut les améliorer assez rapidement. Imaginons en 4-5 jours, la dame elle va mieux. Du coup, vous donnez la consigne qu'on enlève l'hydratation, ou vous la maintenez combien de temps? Alors, au départ, je fais une prescription systématique pour 15 jours. 15 jours, okay. Et au bout de 15 jours, on voit où elles en sont. S'il y a encore des symptômes, je poursuis souvent la réhydratation.
par contre, si elles vont vraiment mieux, et la question c'est simple, c'est est-ce que vous arrivez à boire au moins 1 litre d'eau par jour? Si ce n'est pas le cas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à poursuivre la réhydratation. Mais là, on discute avec la femme. Il y en a, elles n'en peuvent plus d'avoir la réhydratation, elles veulent arrêter. Mais... Vous avez une expérience d'hydratation comme ça pendant des semaines? Ah ouais. Okay, ah ouais, oui. Okay. Oui. Avec de temps en temps, là je te dis, petite complication, la dame elle avait sa perfusion qui lui a donné une douleur à l'intérieur, mais la plupart du temps ça se passe très très bien. Très très bien. Ça marche, merci. Mais je crois que là aussi, il faut discuter avec les femmes et répondre à un instant T à leurs besoins en fait, et pas être dans des protocoles trop systématiques, je pense. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Hein. L'investissement en termes d'énergie, il n'est pas si compliqué que ça. C'est juste être disponible dans un temps très court. Et ce temps très court, il est parfois de 24-48 heures, pas plus. C'est évident que vous lui dites je vous vois la semaine prochaine. C'est compliqué. C'est compliqué parce que très vite, en quelques jours, elles vont s'aggraver. On arrive au terme de l'horaire. Est-ce que allez-y, oui, avec plaisir. Merci. Simplement pour vous signaler qu'il existe des sociétés libérales qui chantent totalement l'HAD parce que l'HAD c'est quand même assez hospitalier et assez réglé. Et donc notamment pour les libéraux comme je suis, on a accès à des systèmes de soins où habituellement ils font plus pansement, trucs, machin, enfin passons sur les détails. Et donc là, il se propose effectivement, parfois avec 2-3 visites par jour d'une infirmière, qui n'est pas toujours la même, mais ça fait du mouvement, c'est pas plus mal, de pouvoir assurer ces perfusions à domicile en évitant une hospitalisation. Je suis complètement d'accord. Alors, autour de vous, en fait, vous avez forcément des soutiens pour prendre en charge cette maladie. Le problème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on discutait au petit-déj avec François ce matin, c'est que finalement, notre métier, là, notre discipline, et quand je dis notre discipline, ça inclut évidemment les sages-femmes. En fait, depuis 10-20 ans, elle s'est complètement transformée. Sauf que notre manière de prendre en charge les femmes, elle reste toujours la même. Et vous vous souvenez très bien que c'est quasiment des lois qui datent de Valéry Giscard d'Estaing du début des années 1970, ou du milieu des années 1970. Et là, on voit bien qu'on est à un moment où il faudrait qu'on ait une organisation en réseau périnataux et au-delà qui permettent de savoir quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition. Et ça, ce temps-là de comprendre ce qu'on a autour de nous, c'est pas toujours évident parce qu'on n'en a pas le temps. Et monsieur a raison, il y a comme ça des réseaux d'infirmières libérales qui sont hyper organisés, qui sont hyper structurés. Et puis d'ailleurs, moi, j'en ai un comme ça. Ils me font, je vous l'ai dit tout à l'heure, des comptes rendus. Ils me l'envoient sur mon mail. Ils me contactent en me disant, écoutez, là, on pense qu'il faut continuer. Céline, tu demandais. Ils me disent, il faut continuer la perfusion. En fait, et les infirmiers, ils sont aussi en capacité d'analyser cliniquement là où en est le patient. Hein. Ils sont très impressionnants de compétences. Hein. Oui, en fait, sur ces sociétés, il y a une personne qui rassemble les informations et qui vous renvoie un compte rendu hebdomadaire en général de prise en charge et puis vous propose des solutions éventuelles. Alors, il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même beaucoup. En tout cas, en Occitanie, il y en a quelques-unes. Enfin, moi, j'ai été sollicité par 2 sociétés, en tout cas. Oui, tout à fait. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et on espère que cet atelier a répondu à quelques-unes de vos attentes et que vous jugez qu'il est à renouveler les autres années. Voilà, on reste à votre disposition en tout cas par la suite avec grand plaisir. Voilà, merci. Merci d'être présent. Juste pour information, le stand de l'association est au niveau 3. On a des dépliants si ça vous intéresse pour donner à vos patientes si elles ont besoin de soutien
au quotidien, etc. Donc voilà, on est au niveau 3 et sinon on a un site internet, voilà, associationhg.fr. Merci.